Donc, je vous Donc ai mis là, on également va parler aussi. d'un rapport de chez Ouais. Glassnode. Thibaut est en train de vous le partager. Et l'idée, c'est de le détailler un petit peu ensemble pour arriver à vous montrer les différentes tendances, le marché, ce à quoi on peut s'attendre sur la suite là, pour le bull run en 2024. Donc Glassnode, vous savez, hein, c'est, on va dire, la plus grosse boîte et la plus grosse plateforme pour tout ce qui est analyse on-chain sur le Bitcoin et ailleurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que globalement, à chaque fois, ils présentent un rapport, c'est tous les trimestres que vous pouvez télécharger, qui est gratuit. Vous avez le lien dans la barre d'infos pour pouvoir le télécharger. Et en général, c'est quand même très complet. Ça permet d'avoir un état des lieux de ce qui se passe sur le marché à l'instant T. Donc, je vais passer assez vite, peut-être, Théo et Mickaël, hein, quand vous voyez des trucs qui vous intéressent et si vous voulez rebondir, vous me le direz. Mais Ouais, mais bien sûr. je vais essayer Vas-y, vas-y. d'avancer quand même sur des points qui sont intéressants. Bah, qui sont plus Là, importants comme la dominance, ouais, ouais, effectivement. c'est ça. Donc là, on voit la dominance. On voit que la dominance du Bitcoin sur 2020, enfin, 2023, ça a quand même énormément augmenté sur le début de l'année 2024, ce qui est normal, ce qui arrive tout le temps à tous les bull runs. Les altcoins ont pris une déculottée sur cette période-là parce que quand le Bitcoin prend en dominance, il prend une dominance aussi par rapport aux autres participants du marché. Et on n'est pas encore aujourd'hui en alt season. Mais à partir du moment où il y aura la alt season, comme ça a été le cas entre janvier 2021 et puis là, juillet 2021, on voit que la dominance du Bitcoin, la dominance de l'Ether et des stablecoins a énormément diminué au profit justement des altcoins. C'est justement là où on est en pleine alt season. À l'inverse, en plein bear market, les personnes se réfugient sur des stablecoins, ils se réfugient sur des grosses crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ether, et c'est comme ça qu'on reprend une dominance sur ces actifs. Et c'est quelque chose de… Justement, j'en profite là pour prendre la question de Maël qui nous a typé. Donc vraiment, merci à toi, Maël. Bonjour à tous. Quel sera pour vous le secteur qui performera le plus? On en a un petit peu parlé là en début du live, mais l'idée aussi, c'est à travers ce rapport justement de pouvoir vous les présenter et d'échanger un peu sur cette thématique-là. Mais si on veut prendre vraiment d'un point de vue purement objectif, les mêmes coins, même s'il n'y a pas forcément de fondamental, la DeepMind qui, on en a parlé avec Théo là pendant plusieurs heures, qui est un fondamental qui est très intéressant, mais pas forcément tous les projets. Donc faire très attention à ces projets-là. L'IA est très à le vent en poupe, mais pareil, il y a très peu de projets qui sont extrêmement fiables d'un point de vue fondamental. On a les RWA. On en a parlé combien de temps? C'était quand? C'était lundi ou mardi qu'on a fait un live ensemble Ouais, on a où on fait a un live de montré 3 heures ensemble. 3 heures, on a sur fait. les RWA où là, il y a c'est un mastodonte financier en fait qui est en train d'arriver. Et donc, effectivement, de ce côté-là, va y avoir aussi pas mal d'invest. Et après, tu vas pouvoir trouver des pépites dans plein de sous-secteurs comme le gaming et autres, mais c'est pas encore le narratif du moment. Voilà, ça va arriver. Et donc, il y a des narratifs que tu peux surfer en ce moment, mais il y a des narratifs que tu pourras surfer dans les mois à venir aussi. Donc, c'est intéressant d'être placé aussi en amont. Tu as des secteurs comme l'IA qui, aujourd'hui, pour moi, et j'en avais parlé pendant le live, sont déjà un peu surcotés. Du moins, les cryptos qui ont un fondamental sont déjà surcotés, donc avec un potentiel de rendement plus faible. Et si tu te places avant que le narratif arrive, c'est là où tu auras les meilleures performances. Nous, c'est un peu Mais notre parce qu'en vision des fait, choses, tu es se sur dire des nouveaux narratifs. En fait, DeepMind, exactement, RWA, IA, c'est des nouveaux narratifs. Donc, les gens en crypto, ils adorent aller sur chasser le nouveau les narratif. Ouais, c'est ça, sur les nouveaux narratifs, les projets de cycle 1, parce que c'est un peu la nouvelle pépite qui vient de sortir. Donc, c'est génial. On a les paillettes aux yeux. Mais globalement, tu vois, après, sur des projets qui sont là depuis un certain temps, sur des anciens schémas narratifs ou des coins de cycle 2, par exemple, c'est pas ceux-là qui vont pumper en premier. Mais tu peux plus facilement faire des analyses et te placer avant justement que ça pète, parce que c'est souvent plus tard dans le cycle que ça arrive. La GameFi, c'est ça. Il y a plein de projets sur lesquels on s'est placé Bien sûr. et sur lesquels on y voit réellement un avenir. Mais ce n'est pas immédiatement que ça va pumper, en tout cas pas les coins de cycle 2. Il y a des coins de cycle 1 sur la GameFi qui ont pas mal augmenté, mais à mon avis, ça arrivera plus tard dans le cycle, quoi. Je ne sais pas si Je vous voulez prends juste le rebondir, Théo. commentaire. Je prends juste le commentaire de Martin qui me fait beaucoup rigoler, qui me dit le live RWA, il est parti en cacahuète à la fin. De mémoire, ouais, effectivement, c'est celui où on parlait de la Ouais, Thaïlande ouais, où ça ouais, a ouais. failli mal finir. Ouais, effectivement, c'est celui-ci. C'est à cause de Donc toi, voilà, Martin, aussi, là. Tu fais des blagues dans les ouais. commentaires, on ne peut pas les afficher sur YouTube, mais Voilà. c'est à cause de toi, Mais Martin. promis, on vous fera du contenu quand on sera tous ensemble là dans les semaines qui arrivent sur les villas où on est et autres pour que vous puissiez en profiter aussi avec grand plaisir. On va Je sais pas juste si vous voulez avancer un rebondir, petit peu. Théo. On prendra les autres questions. À moins que Théo, tu veuilles rajouter une chose. Hein.
Non, non, vas-y, c'est parti. Qu'on Ok. se le rapporte. De toute façon, c'est pour l'avoir feuilleté avant, et ça, effectivement, ça va y répondre aussi en termes Ok. Ouais, c'est pour ça, c'est pour de ça ce que qui je dis arrive par la on va le suite. prendre au Donc, fur et à mesure, ouais. ouais, ouais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une matrice de corrélation. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques à l'école, en fait, on regarde la corrélation entre les différents actifs. Quand vous êtes sur un nombre qui se rapproche de zéro, c'est que vous n'avez pas de corrélation entre les deux actifs, en tout cas une faible corrélation, plus on se rapproche de zéro. Si vous êtes sur des nombres négatifs, plus ce nombre négatif se rapproche de moins 1, plus cette corrélation sera inversement proportionnelle à l'autre actif. Par exemple, si je prends le cas du Bitcoin et admettons que le Bitcoin et l'Ether, on serait à moins 1, par exemple. C'est-à-dire que si le Bitcoin fait plus 1000, l'Ether fait moins 1000. Voilà, en gros. Il y a la même proportion de lien entre les deux. Là, ce n'est pas le cas. On est à 0,79. Donc, il y a quand même une corrélation très importante et très significative entre le Bitcoin et l'Ether, ce qui est normal. Quand le Bitcoin augmente, on a l'Ether qui va augmenter. Quand le Bitcoin baisse, on a l'Ether également aussi qui va baisser. Donc, ces corrélations sont comprises entre moins 1 et 1. Moins 1 étant la corrélation négative maximum qu'on puisse avoir, et 1 étant la corrélation positive maximale qu'on puisse avoir. Donc là, ce qui est intéressant avec cette matrice, c'est qu'on compare en fait les actifs crypto, notamment le Bitcoin et l'Ether, mais il y a d'autres classes d'actifs. Donc notamment le cuivre, Le cuivre, également, ouais. donc bon, on va retrouver Il y a l'Ether, on va l'or, retrouver l'or, après il y a le le SP S&P 500, il y 500, a effectivement, les les bons du trésor obligations, américain, ouais, les c'est obligations. ça. Des obligations long terme, moyen terme, et puis d'autres. Alors là, je pense que c'est plutôt du court terme, celle-ci, il faudrait vérifier. Mais ce qu'on remarque, et c'est là où ça m'a un petit peu surpris, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la manière dont vous allez interpréter ces informations, c'est que ces rapports, c'est des rapports trimestriels. Donc en fait, ils vont faire des corrélations et des matrices de corrélation, mais sur chaque trimestre. Si on analyse et si on faisait une matrice de corrélation, même chose, mais en prenant les données historiques sur les 6-7 dernières années, on n'aurait pas du tout ce type de rapport-là. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le cas du Bitcoin, par exemple, avec les obligations à 2 ans aux US, on a une corrélation de zéro. Donc, en fait, si vous êtes déjà intéressé à la gestion de portefeuille et sur le management de portefeuille, l'investisseur, ce qu'il recherche, c'est ça. On en parlera tout à l'heure avec le ratio de Sharpe, mais c'est de trouver des actifs qui ne sont pas ou peu corrélés les uns par rapport aux autres et d'avoir on va dire, ratio de Sharpe aussi qui soit le plus élevé possible. Parce que le ratio de Sharpe, c'est le lien entre le rendement que vous pouvez obtenir en investissant sur un actif par rapport au risque que vous prenez en vous exposant également aussi à cet actif. Plus le ratio de Sharpe sera élevé, plus on considère qu'il y a un intérêt d'avoir cet actif-là en portefeuille parce qu'en gros, le ratio risque-rendement est vraiment en votre faveur. À l'inverse, si vous êtes sur un ratio de Sharpe qui est négatif, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous prenez trop de risques pour pas énormément de grosses performances. Donc, là, ça ne vaut pas forcément le coup, en tout cas, d'en avoir de manière trop importante dans votre portefeuille. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, les gars. Mais justement, après, parce qu'on va, on va le voir, mais justement, les obligations US, notamment à court terme, tout ce qui est bons du Trésor des États-Unis ou autres obligations d'État ou bonds en général, c'est ce qui est considéré, mais on va le voir après dans le ratio de Sharpe, comme le rendement sans risque, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est Bah, intéressant c'est de ce le qui est regarder vendu aussi parce par que c'est tous les vraiment. gestionnaires de patrimoine, hein. Ouais. En France, c'est tout ce que les gestionnaires de patrimoine te vendent. Ils te vendent du fonds euro, hein. Moi, pour en avoir échangé avec pas mal de personnes, les mecs, ils te disent, bah, tu veux prendre zéro risque, tu t'achètes du fonds euro. Après, aux US, c'est pareil, hein, c'est les mêmes choses, hein. Mais ça, il n'y a pas d'intérêt. Si réellement tu veux investir, en tout cas, tu peux avoir une petite partie de ton portefeuille. Mais tu vois, comme tu disais, ce que je trouve un peu surprenant là dans le rapport trimestriel, c'est que tu vois qu'il y a quasiment aucune corrélation entre le secteur du BTC et, par exemple, les actions américaines. Sauf qu'on s'aperçoit que réellement, quand les actions américaines se prennent une grosse déculottée, le secteur de la crypto ramasse aussi. Tu vois. Mais c'est pour ça que c'est des analyses trimestrielles, en fait. Oui, oui, Donc, c'est pour ça il faut faut rester absolument prendre vigilant. en compte cet aspect-là et se dire, c'est pas parce que là, dans un trimestre, c'est pas le cas, que si ça se ramasse pas, le secteur il sera pas emmené. Il sera pas emmené avec. Ah, et on t'a coupé, Théo. Tu voulais peut-être rebondir là-dessus ou tu veux qu'on passe Non, c'était peut-être juste, là sur juste le… comme passé pro, on va toucher les ratios de Sharpe, juste comme on a les obligations US, dire que c'est la référence en tant qu'investissement sans risque pour le calcul du ratio de Sharpe. Mais on en parlera après. Là, en gros, c'est là c'est vraiment super intéressant, c'est qu'en fait, on le voit avec l'arrivée des ETF, des gestionnaires de patrimoine et des gros fonds d'investissement, c'est que jusqu'à présent, on voyait la crypto comme une classe d'actifs vraiment à part, pas intéressante, ultra et hautement spéculative. Et là, en fait, on commence à voir des chiffres super intéressants pour
les gestionnaires de grosses fortunes et puis les institutionnels de manière générale. Parce qu'il j'en parle beaucoup sur Éternel étudiant, hein, sur ma seconde chaîne, vous avez le lien dans la barre d'infos, mais si sur l'allocation de portefeuille, il y a une diversification qu'on parle très régulièrement et qui est beaucoup exposée dans les analyses académiques, en tout cas dans les rapports académiques. C'est le portefeuille 60-40, donc 60% actions, 40% obligations. Donc là, le ACWI, en fait, c'est un indice. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que je pense que je vais en perdre beaucoup, surtout pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec certains termes dans la finance traditionnelle. Ouais. Donc, en gros, les 60 ici, 60% ACWI, c'est 60% actions. Et là, les 40% US AGG, c'est les obligations. Voilà. Donc, le portefeuille 60-40, quand vous regardez finalement ses performances depuis entre avril 2019 et mars 2024, c'est quand même un portefeuille qui a très bien performé parce que globalement, on a eu à peu près du 6% annualisé. Alors là, ceux qui sont en crypto vont rigoler, ils vont peut-être même s'étouffer avec ce qu'ils sont en train de boire, mais entre 6, 7, 8, 9, 10%, c'est quand même des bons rendements en finance tradi. On est d'accord qu'en crypto, c'est de la merde, mais globalement, ça reste un bon portefeuille et surtout, il faut comparer les performances par rapport au risque que vous prenez. Et ce risque-là, souvent, il va être traduit par la volatilité, mais pas que. Voilà. Ce que j'allais dire, regardez la troisième ligne aussi, parce que c'est du 6%, mais avec une volatilité de 10%, pas moins 95. Alors, 10%, c'est même pas ce qu'on subit une journée en crypto. C'est ça. Et c'est ça, moi, qui m'avait fait beaucoup rigoler. Pour tous ceux qui ont déjà eu des gestionnaires de patrimoine et autres, ils vous font remplir une feuille où ils essaient d'estimer le niveau de risque que vous êtes capable de tolérer. Et le scénario, le pire scénario, ça s'appelle le worst case, c'était si jamais le marché action subi est moins 15%, comment vous sentez-vous? Et j'avais envie de lui mettre, mais en fait, mais rien, mais ça me fait ni chaud ni froid. Je dis, mais la crypto, c'est comme ça en permanence. Je dis, mais moins 15. En fait, mais déjà mort à l'intérieur. En fait, tu dis, la crypto, ça te tue à l'intérieur. C'est exactement ça. Ça t'a déjà brûlé le peu de sentiments que tu pouvais avoir. Donc, non, moins 15, c'est normal. Peut-être tu dis, c'est normal, le mec qui travaille. Mais comment ça, c'est normal? Bah oui, pourquoi? Vous n'avez pas tant de fluctuations, vous, dans la bourse? Il n'y a pas tant de volatilité? Ça se prend pas des moins 15, moins 30, moins 20 Mais ouais, mais en fait, les gens sont choqués. Quand tu t'es mangé quasiment 2 cycles dans le secteur crypto, ton cœur, il a déjà tellement palpité dans tous les sens que t'es vacciné contre ce genre de choses. Il faut au moins. C'est assez drôle de voir justement ce décalage. Ouais. Tu ressens plus rien. Donc, en gros, pour en revenir au rapport, là, ce qui est présenté, c'est que vous avez le portefeuille 60-40 avec des performances depuis avril 2019 jusqu'à mars 2024 qui sont quand même des performances qui sont honorables par rapport à la volatilité. Vous avez parlé tout à l'heure du ratio de Sharpe qui est de 0,41. Et là, on commence à faire varier l'allocation, on va dire, et l'exposition sur le marché crypto et principalement sur le Bitcoin qui est le gros représentant de ce qu'on retrouve sur l'écosystème crypto. Donc, sur un portefeuille 60-40 et avec 1% d'allocation sur la crypto, on remarque qu'on a boosté les performances et l'annual return. On a réussi à augmenter, on a une augmentation de la volatilité, mais franchement, on est passé de 10,47 à 10,56. Donc, franchement, ça ne change pas grand-chose. Et on a eu plus 1% de retour sur investissement, qui est énorme. Hein. Avec les intérêts composés et tout ce qui s'ensuit, je vous inviterai à faire quelques calculs, mais c'est monstrueux. Et on a augmenté, pareil, de manière très significative, le ratio de Sharpe. Donc, ça prouve que dans une exposition, dans une bonne gestion de portefeuille, bonne gestion de risque, avoir 1%, en tout cas avoir une exposition sur la crypto, c'est quand même super important. Et ils font varier ça. Avant de continuer, peut-être pour avoir le détail, parce qu'ils mettent 1% Coinbase Core. Vous l'avez à gauche, le détail de ce que c'est. En fait, c'est un index crypto, mais où ils sont weightés à 70, donc 93%, c'est entre Bitcoin à 70% et de l'Ether à 21,9%. Donc, il n'y a même pas besoin de parler de Memecoin, de tout ça. On prend 7 cryptos et à 93%, c'est entre Bitcoin et Ether. Donc, c'est même pas, on ne va pas aller chercher non plus le top 500 des shitcoins. Hein. C'est vraiment à 93%, encore une fois, BTC, Ether. Je pense bien de le préciser. Attends, quand tu commences à vendre ça à des gros investisseurs, tu peux pas te permettre de leur dire non, mais attendez, dans notre index, on a mis un peu de top 10. Bon, alors le top 10, il a un peu changé, du coup, on a rajouté un même coin. Et les mecs, ils sont pas, c'est pas le style d'investisseur, en fait. Ouais, mais c'est surtout pour dire que c'est BTC, il y a l'ETF. 1% exposé, mais sur les plus grosses cryptos, quoi. 93%, c'est quand même, tu t'exposes à la crypto, mais tu restes dans le top 3, quoi. Et c'est ça qui est ouf, en fait, c'est que tu te rends compte que du coup, donc ils ont repris le portefeuille 60-40 et ils font varier le pourcentage d'exposition à la crypto.
Et ce qu'on remarque globalement, c'est que plus on va avoir une exposition à la crypto, qui là, pour le coup, pour le plus gros ratio, c'est 5%. Hein. 5%, on a doublé en fait le retour sur investissement. On a fait un x2 sur le retour sur investissement. Et avec les intérêts composés, c'est n'importe quoi. Hein. C'est énorme. On a un petit peu augmenté la volatilité. Mais franchement, si vous êtes sur la crypto, vous passez de 10,47 à 11,50, vous ne le sentez même pas. Franchement. Hein. Même pas les taux d'emprunt sur AV. Ouais, c'est ça. Et le ratio de Sharpe a presque doublé, en fait. Donc, et c'est ça, en fait, les gens, ils ont du mal à se rendre compte de comment pensent les institutionnels et les gros gestionnaires de patrimoine. Mais globalement, c'est ces chiffres-là, en fait, qu'ils regardent. Comment je fais pour avoir plus de performance, pour booster mon allocation de portefeuille, tout en ayant un risque qui est le plus faible possible. Et ça, c'est traduit par le ratio de Sharpe, et pas que. Il y a le ratio de Sordino, il y a le ratio de Calmar. Je vous renverrai encore une fois sur ma chaîne Éternel étudiant où j'en parle beaucoup. Mais c'est super important de regarder ce genre de chiffres et de vous dire, globalement, quand vous investissez sur la crypto, vous investissez sur une classe d'actifs qui est jeune, mais il y a un intérêt aussi de ne pas être exposé exclusivement et que sur la crypto ou que sur des mêmes coins. Voilà, il y a aussi de l'immobilier, il y a aussi de la bourse, il y a aussi du private equity, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Et je pense qu'un investisseur, il se doit d'avoir des connaissances un peu de partout pour avoir une gestion de patrimoine et de portefeuille qui soit la plus équilibrée possible, quoi. Justement, ça, c'est très générationnel, où je trouve que autant nos parents ont vraiment compris cette notion d'avoir un portefeuille équilibré avec de la bourse, de l'immobilier, et après la crypto s'ils sont pas trop frileux, autant je trouve que notre génération et la génération d'après, c'est plutôt l'inverse, où les gens sont full crypto, et quand tu leur parles de bourse et d'immo, ils te disent mais c'est des secteurs pour les vieux, ça n'a pas de rendement, ça n'a pas de truc, mais en fait ça apporte une certaine stabilité du portefeuille. Et comme tu le dis, c'est hyper important quand on regarde le ratio de Sharpe, il faut avoir un bon équilibre là-dedans. Mais en fait, la plupart des gens qui te disent c'est du dinosaure, ça sert à rien, moi je suis dans la crypto, je suis que dans la crypto, ils te disent ça, ils ont ce discours à partir du moment où ils ne se sont pas fait rect. Mais à partir du moment où ils se font rect, ils disent ah oui d'accord, j'ai compris là en fait. Non, ils disent que c'est la faute des autres. Non, d'abord ils disent que c'est la faute des autres, et après ceux qui ont vraiment creusé, ils se disent que ouais effectivement quand tu sors, il faut sortir sur d'autres secteurs. Pour rappel aussi, on peut peut-être parler du ratio de Sharpe, ce que c'est, parce que je ne sais pas si on l'a évoqué, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Si, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais vas-y, vas-y. Hein. Non, mais c'est juste la comparaison par rapport, ça va mesurer, alors je vais essayer de le faire simplement, la performance par rapport au risque des différents portefeuilles. Et plus il est élevé, supérieur à 1, c'est idéal même, mais plus il est élevé, en fait, plus ça veut dire que le rendement est correct par rapport au risque qu'on prend. Donc on se rend compte par rapport au graphique précédent, et ce qu'on a même sous les yeux, qu'au final, même avec 5% exposé quasiment que sur du BTC et de l'Ether, on double quasiment le rendement par rapport au risque. Donc, en final, le portefeuille il est bien meilleur au global en s'exposant uniquement 5% sur le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est pour ça que les mecs qui sont à 90% sur la crypto, là, par contre, il n'y a pas besoin de s'exposer autant, en fait, pour avoir quand même des rendements qui sont 2 fois plus importants que ce qu'on a sur les autres types d'actifs financiers traditionnels. Donc, il faut être mais comme tu dis, tu vois, là, quand tu parles d'un x2, les gens ils te disent mais c'est pourri. Bah Parce oui, qu'en fait, ils sont décorrélés des montants qui sont traditionnellement. Non, mais c'est vrai, quand tu regardes un peu les commentaires qui passent, quand tu échanges avec des gens qui sont dans la crypto, tout le monde te dit si j'ai pas fait un x10, x15, x20, c'est que j'ai fait des mauvaises performances. Ah, mais pourquoi les mecs recherchent un x10, x20, x30? Parce qu'ils ont un petit capital. Le mec qui a 100 millions de patrimoine. Mais parce que tous les discours sur Internet, les gens, ils leur vendent ça. Mais oui, et aussi, alors que c'est trompeur, en fait. Mais sauf qu'un mec qui a 100 millions de patrimoine ou plusieurs milliards, le gars, il fait un x2, c'est bon, hein, c'est golden. Hein. Et puis, il ne recherche pas un x2. Si tu fais du 10% annualisé, c'est des méga performances. Hein. Et c'est ce qu'on disait depuis tout le début. Hein. À chaque fois, on en revient toujours au même point. Hein. C'est votre capital. Hein. Votre capital, c'est votre outil de travail. Hein. Plus vous avez un capital qui est élevé, moins vous pourrez être obligé, moins vous serez obligé de rechercher des performances super élevées et un risque super élevé. Parce que votre objectif sera de battre l'inflation et d'avoir un pouvoir d'achat qui va s'accroître comme ça au fur et à mesure du temps. Mais il y a un moment donné, vous n'allez pas gérer un portefeuille de 1 500 € ou 3 000 ou 10 000 € de la même manière que vous allez gérer un portefeuille à 3 millions, 10 millions ou 15 millions, quoi, voire largement plus après plus tard. Mais voilà. Donc, il faut vraiment se mettre dans la tête des professionnels et des institutionnels. Hein. Bon, il y a des parties que je vais sauter. Hein. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Mais il y a des trucs, moi, en fait, ils montrent les performances là depuis le début des différentes. En cumulé, juste voir la performance cumulée sur le BTC qui est assez intéressante. Là, on voit. Ouais. Tu peux zoomer un tout petit peu sur voilà, où on est à 315 000% en cumulé. Et il n'y a qu'une année tous les 4 ans, qui est globalement l'année baissière,
où les commodities dépassent les performances du Bitcoin. Mais sinon, tout le reste, c'est BTC. Hein. Mais c'est ça C'est qui est assez. dingue, tu vois. C'est qu'un actif, ils l'ont pris jusqu'à quand? Ouais, donc ils l'ont pris depuis Ils l'ont fait 2013. sur les 10 Ok. dernières années. Ouais, Ouais. 2013, 2023. Donc depuis 2013, c'est-à-dire que quand on vous dit que 10% annualisé en bourse, c'est énorme. Si vous arrivez à faire du 10% annualisé sur une période, par exemple, de 20 ans, vous pouvez transformer vraiment même un petit capital en une somme substantielle. Le Bitcoin, sur des performances annualisées en comptant les bull run et les bear market, depuis 2013, c'est 124% annualisé. Et on ne vous parle même pas de diversification, on ne vous parle même pas d'apprendre le ratio de Sharpe, le ratio de Sordino et tout. Et c'est là que tu te rends compte que c'est fou, en fait. Quand un actif comme ça, qui a battu les performances, mais même des meilleurs investisseurs institutionnels de tous les temps. Warren Buffett, on parle de ses performances. C'est quelqu'un qui a eu des performances en gestion active Exceptionnel. exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles. De Et c'est Warren des Buffett. performances d'à peu près 25% annualisées sur une période de plus de 30 ans. Et on parle de 25%. Le Bitcoin, depuis 2013, là, ils ne se sont pas amusés à le prendre depuis 2009 parce que là, ça aurait été n'importe quoi. Mais c'est du 124%. C'est dingue. Le S&P 500, 13% annualisé, les obligations, les J'aime bien marchés quand ils mettent le émergents. gold. Parce que tu sais, il y a des personnes qui pensent qu'encore c'est un secteur sur lequel tu investis dans le gold. Tu sais. C'est en mode je vais faire de l'argent parce que j'ai acheté de l'or. Non. Et c'est une mauvaise compréhension, mais ça, il y en a. L'or, c'est pas un investissement. Vous le faites en vous disant, je place mon capital là-dessus. Alors, soit sur, par exemple, des ETF, ça peut être à réplication synthétique ou à réplication physique, mais sur l'or, moi, je préfère mieux être sur des réplications physiques, pardon. Mais c'est globalement de vous dire, OK, ce que j'ai placé dessus, mon pouvoir d'achat, je ne serais pas censé le perdre. Je ne vais pas gagner de l'argent, mais je vais essayer de ne pas en perdre. Si on regarde les performances historiques de l'or sur les 40 dernières années, là, ça s'est un petit peu excité sur la fin de 2023 et début 2024, mais sur les 40 dernières années, si on exclut là les quelques derniers mois, avec le dépassement de son ATH sur l'or, vous n'avez pas gagné de l'argent en fait. Vous en avez même perdu avec l'inflation, avec ce qu'on a connu après la crise sanitaire. Il ne faut pas voir l'or comme un moyen pour vous. En fait, on parle d'investissement dans l'or, mais ce n'est pas un investissement. Voilà, c'est un placement dans lequel vous allez déposer une partie de votre capital en vous disant, voilà, l'or, il n'y a pas de risque de contrepartie, surtout si vous le gardez en physique chez vous et vous dites, bah, ce lingot d'or, ces pièces d'or, c'est Napoléon, C'est etc. Napoléon, ouais. Ou les louis d'or, il y a les louis d'or aussi. C'est Louis d'or, etc. Vous les avez. Comment Et ça aura toujours une valeur. Mais voilà, il faut comprendre aussi ce marché parce que quand vous achetez des pièces, il y a aussi les primes, il y a le prix de l'or et après, il y a la prime qui se rajoute au-dessus. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail là-dessus, mais voilà, c'est vraiment un marché spécifique. On a mis une pièce et ça y est, c'est parti pour une petite demi-heure. Ouais, c'est ça. Bah, C'est un peu l'idée. Après, pour de l'investissement, il y en a qui parlaient des actions minières sur Bitcoin, de minières sur Bitcoin, mais c'est pareil sur l'or au final. Quand on prend des actions minières sur Bitcoin, en fait, tu prends du leverage sur l'actif sous-jacent. Donc, si souvent l'or, s'il performe bien, tu vas voir un peu après ou un peu avant les actions des entreprises qui le produisent qui vont surperformer la commodities. Et pareil, quand ça se casse la gueule, tu vas avoir des pourcentages de baisse plus importantes. Et pareil sur les actions minières de Bitcoin. Donc, mais contrairement à une action minière tradie où il y a une certaine extraction qui est faite chaque année avec des nouveaux filons qui sont prospectés et autres, là sur le BTC, tu peux globalement anticiper avec le halving qui est arrivé il y a quelques jours. Tu peux savoir qu'il va y avoir une chute de production tous les 4 ans qui est déjà préprogrammée. Et justement, j'ai vu que là, les premiers blocs qui sont sortis, bah, finalement, les mineurs ne se sont pas sentis trop lésés parce que les frais de transaction ont couvert en grande partie ce qu'ils gagnaient par les blocs traditionnels, en fait. Ouais, les frais aujourd'hui le sont stock to énormes. flow de l'or, il est aussi assez lisse. Mais dans l'idée, en final, c'est quand tu prends des entreprises du secteur minière, c'est pour aller chercher du leverage sur l'actif sous-jacent. Après, si je vois Bien sûr. les détails. Et Donc, j'ai Alex sauté Rose, quelques. je prends le commentaire Ouais, vas-y. justement avant qu'on continue, parce que Alex Rose qui dit une once d'or était à 300 € en 2000. Je crois donc pas mal, non. Regarde juste l'inflation et en fait, tu verras, tu comprendras le principe. Tu vas sur le site de l'INSEE, tu as un calculateur d'inflation et tu comprendras qu'en fait, c'est pas un investissement, c'est juste pour potentiellement pouvoir protéger ton pouvoir d'achat sur une certaine durée et d'une manière plus ou moins importante. Ouais, Là, puis parce que prends pas tu peux les. toujours isoler. Hein. Tu peux Ouais. toujours isoler, te dire, tiens, j'ai pris une once d'or dans les années 80 et voilà. Moi, je Ah, t'ai mais là, tu parlé des prends, performances de l'or sur les 50 dernières années. Tu regardes, hein. Il y a très mais peu même de sur les 25 dernières personnes. années. Mais Tu oui. prends même sur les 25 dernières années, tu es à l'équilibre au mieux.
Mais il faut pas le pricer en euros, en fait. Il faut le pricer en mètres carrés de Oui, maison, il faut le pricer exactement. en viande de bœuf, il faut le pricer en ce que tu veux, que tu pouvais acheter justement avec ces euros aussi, faire la comparaison. Et c'est là que tu te rends compte qu'au final, ça achète exactement la même chose. C'est juste qu'avec l'inflation, tu te fais diluer, quoi. Mmh. Mais Et je te dis, hein, ce qu'on dit là, c'est pas un truc qu'on sort dans le chapeau, hein. Les performances de l'or, si tu investis dans l'or pour gagner de l'argent, tu te trompes d'actif. Si tu veux gagner du pouvoir d'achat, si tu veux décupler ton capital sur le long terme, la classe d'actifs la plus performante, si on exclut la crypto, c'est les actions. Voilà, depuis les années 1870, c'est les actions, même net d'inflation. Ensuite, tu vas avoir les obligations. Ensuite, tu vas avoir les métaux précieux avec des performances depuis les années 1870. Je crois que c'était 1,3%. Et après, tu vas avoir annualisé, hein, donc depuis les années 1870 jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, après, tu vas avoir le dollar ou les devises fiat qui ont fait que baisser. Et après, bah, tu vas avoir la crypto, le private equity, un business en ligne si tu veux développer ton truc. Et on ne dit pas que tu ne peux pas gagner de l'argent avec l'or. Forcément, si tu arrives à timer ton truc, il y en a qui arrivent à faire des plus-values avec ça. Mais globalement, ce n'est pas un véhicule d'enrichissement, c'est ça qu'on veut dire. Voilà. Si tous ceux qui ont investi dans l'or, comme certains qui prédisent la prochaine crise économique, ça fait 50 ans qu'ils te disent il y a la crise, même pas 50 ans, mais tu vois, la crise des subprimes, il y en a que ça fait Peter Schiff, il y a même également aussi Robert Kiyosaki, que j'apprécie beaucoup. Mais ça fait des années que ces gens-là te disent il va y avoir une crise, il va y avoir une crise, il va y avoir une crise. Et quand il y a une crise, parce qu'à un moment donné, ils ont raison, hop, il y a eu le flash crash en 2020, sauf que le truc, c'est déjà un x10 par rapport au prix auquel ils auraient pu accéder en 2008. Donc les plus gros perdants, en fait, c'est ceux qui n'investissent pas et ceux qui pensent qu'ils vont être capables de devenir riches avec les métaux précieux. Est-ce que tu peux gagner de l'argent avec ça? Oui. Est-ce que c'est un bon levier d'enrichissement et un bon véhicule d'investissement long terme? Pour gagner de l'argent, non. Pour conserver ton pouvoir d'achat, oui. Dans une conservation et dans une bonne allocation de portefeuille et une gestion de patrimoine équilibrée et réfléchie, oui. Mais il ne faut pas voir les choses n'importe comment. Si tu veux gagner de l'argent dans les métaux précieux, quand il y a un bull run sur les métaux précieux, comme l'a dit Théo, un effet de levier, c'est de le faire par exemple avec des entreprises minières. Mais là, tu ne vas pas les choisir n'importe comment non plus. Parce que le nombre de personnes qui investissent dans des penny stocks en se disant ah tiens, je vais investir dans telle entreprise minière parce que soi-disant, ils auraient trouvé un filon au fin fond du Tadjikistan. Au final, tu te rends compte qu'ils n'ont rien du tout. Et les mecs, ils se retrouvent à la fin avec une action qui ne vaut plus rien. Donc voilà, c'est toujours pareil. Vous voulez rebondir sur Effectivement, ça, les gars ou... non, mais effectivement, comme c'est plus sympa d'échanger en visu parce que c'est vrai qu'on a partagé l'écran et de temps en temps, bah, qu'on puisse nous voir un petit peu aussi, qu'il n'y ait pas que des voix, on n'est pas sur un podcast. Donc ça permet de switcher un peu entre les deux. On va peut-être prendre une ou deux questions avant de recontinuer. Ça fait déjà Ouais. 25 minutes qu'on est sur le rapport. Parce que j'ai des trucs sympas à montrer. Attends, avant de prendre 2-3 questions, Ouais, j'aimerais montrer quelque chose quand vas-y, même. vas-y. Je te remets, Juste rapidement. en full. Là, je vous Attends, mets voilà. les infos du coup concernant, on va dire, le net inflow des ETF spot Bitcoin, principalement aux États-Unis, par rapport à l'émission des nouveaux Bitcoins. Alors là, c'était avant finalement le halving, mais globalement, on a une demande qui est toujours, depuis le début, globalement, de manière bien plus importante sur les ETF que ce qu'on retrouve sur le nombre de Bitcoins qui sont émis chaque jour. Et ce qu'on expliquait avec Mickaël lors du précédent live, c'est qu'avant le halving, là aujourd'hui, on est à 450 bitcoins par jour qui sont émis. Avant le halving, on était à 900. En moyenne, depuis le lancement des ETF, on était entre 10 000 et 12 000 bitcoins achetés par jour, rien que sur les ETF. Et on exclut la demande des retail, la demande de micro-stratégie, on exclut l'achat OTC, toutes ces choses-là. Donc on voit que ça a quand même drivé une grosse partie de la demande sur le bitcoin. Là, c'est représenté de la même manière ici, mais plutôt sous forme de volume. Moi, ce que je voulais vous présenter, c'est pour répondre aussi un peu à la question et le sujet de ce live, c'est où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Et Glassnode donne un certain élément de réponse que je trouve intéressant, c'est qu'ils remettent en perspective par rapport au halving les différentes chartes et les différents cycles du Bitcoin au fur et à mesure du temps, qui représentent en fait sous forme d'époque. Donc, on a l'époque numéro 1 où on avait les 50 Bitcoins toutes les 10 minutes. Ensuite, on est passé à 25, 12,5, 6, 25. Et on voit que on a quand même une diminution des retours sur investissement au fur et à mesure du temps. C'est pour ça qu'il y a encore des gens qui considèrent et qui partent sur la théorie du super cycle parce que pour eux, c'est impensable de penser qu'ils ne seront pas capables d'obtenir un x50 en fait sur du Bitcoin. Donc, ils trouveront toujours une raison d'expliquer ce pourquoi le monde ou le marché dans lequel on se retrouve aujourd'hui, ça serait différent. This time is different. Ça, c'est
Il y a tellement d'investisseurs qui ont perdu d'argent avec cette phrase, malheureusement. Mais ce qu'on remarque, c'est que là, le graphique, il est clair, quoi. Plus on avance avec les époques, plus les retours sur investissement, finalement, sur le Bitcoin deviennent faibles. Donc, plus ça va être compliqué pour monsieur, madame, tout le monde d'obtenir des résultats super élevés ou de rechercher le potentiel x10, x100. C'est clairement pas sur du Bitcoin, c'est clairement pas sur de l'Ether que vous allez le retrouver. À moins si vous investissez sur peut-être 300 ans, mais je veux dire, on n'a pas tous cette espérance de vie. Ce qui est intéressant, c'est que là, ils remettent en perspective les différentes époques par rapport à cette époque qu'on est en train de vivre en ce moment, après le halving. Et donc, on voit que certes, il y a eu des performances intéressantes sur le Bitcoin, mais on n'a pas encore eu, on va dire, la croissance parabolique qu'on a connue sur les précédents cycles. Par contre, attention, vous voyez qu'ici, on avait exactement le même type de rapport sur Glassnode qu'on vous avait présenté sur YouTube. Et on se disait, regardez, la croissance parabolique, on en est ici. Regardez, avant, on n'a eu que des croissances paraboliques. Au final, la parabole, elle n'était pas énorme sur le cycle précédent. Et puis, là, remonte un peu aussi, page 18 après. Comparer aussi. Ouais. Ce que j'allais dire en termes d'explication sur le dernier chart que tu as montré, il y a eu le Covid quand même qui est rentré en compte, chose qui n'était pas prévue, et je pense, par personne. Et potentiellement des guerres aussi qui sont venues impacter un peu tout ça. On est sur un monde qui, je pense, est peut-être un peu plus incertain actuellement d'un point de vue géopolitique et macroéconomique que ça l'était il y a, par exemple, 10 ans, où on ne parlait pas justement de toutes ces problématiques d'inflation et autres. Tu voulais Je me suis rebondir, planté, c'était la 22. Non, c'était la 22, la c'était celle 22. d'après. Je l'avais lu après. Ouais, justement, c'était ça aussi, la 22. Ouais. Ah oui, c'est là, ouais. Sur l'aplatissement des cycles, justement, et la rapidité, tu vois. Ouais. Vas-y, commence, tu veux. Du coup, c'est juste pour vous dire, là, la courbe en noir que vous voyez, c'est le cycle qu'on est en train de vivre aujourd'hui par rapport aux autres. Donc, on voit que globalement, en fait, on suit ce qu'on a fait historiquement parlant, avec des retours sur investissement quand même un peu plus faibles par rapport au cycle de 2011-2015 et celui de 2011, là, ce qui est tout à fait normal. Là, la courbe en verte qu'on a ici, c'était le crack du Covid en mars 2020, après le halving. Mais voilà, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas au début du cycle, surtout sur le Bitcoin. Mais pour moi, on n'est clairement pas à la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, où est-ce qu'on se situerait dans le cycle. Mais moi, j'y vois encore des opportunités. Et quand il y a des baisses comme ça, quand on voit certaines oblitérations sur des altcoins, et si vous voulez renforcer vos positions sur du Bitcoin ou de l'Ether, c'est le moment d'en profiter en fait. Non, c'est clairement des périodes pour recharger, oui. Si on voit long terme, si on voit à court terme, on se ramasse. Et après, on peut quand même remarquer l'aplatissement des rendements quand même, parce que là, c'est la performance du prix du Bitcoin depuis le plus bas du cycle, donc depuis le plus bas du bear market. Et tu te rends compte qu'au final, plus ça avance, moins ça pump rapidement, parce qu'on a en orange le cycle de 2011, donc le premier bull run. 2011 à 2015, c'est la courbe rouge. 2015 à 2018, c'est la bleue. Et 2018 à 2022, c'est la verte. Donc, on se rend compte qu'au final, plus ça avance, plus ça a tendance quand même à se tasser les pourcentages d'augmentation par rapport au plus bas. C'est pour ça que quand on entend certaines prédictions de prix, notamment par rapport au Bitcoin sur ce cycle-là, il faut rester prudent en regardant un peu les performances. Déjà, une fois. Après, c'est par rapport au low du précédent cycle, mais on se rend compte que plus ça avance, plus ça a tendance à se tasser au niveau des pourcentages. Donc, restez prudent aussi par rapport aux estimations qu'on peut faire. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait mis dans le chat ceux qui sont rentrés à 65 000, s'ils ont un x2, ça sera déjà bien. Alors, on ne sait pas trop on sait pas exactement ce qui peut se passer, mais potentiellement, ouais, c'est pas quelque chose de déconnant de penser comme ça, quoi. D'un point de vue probabilité, effectivement, c'est quand même plus réaliste. Et après, c'est pas non plus les mêmes capitaux pour arriver à passer de 65 à 130 que de passer de 50 à 100 $, en fait. Et ça, il y en a quand même beaucoup qui l'oublient. Clairement, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne réalisent même pas, tu vois, au niveau du market cap, ce que ça implique aussi, au niveau de la masse d'argent qu'il faut pour faire bouger un x2 ou ne serait-ce qu'un x10. Juste faire le calcul, quoi. Combien il faut injecter d'argent pour monter sur ces niveaux de prix-là. Et qu'est-ce que ça peut représenter par rapport à d'autres classes d'actifs aussi. Alors, ça peut être de nombre d'argent, en tout cas en inflow de capital, mais ça peut être aussi, si tu prends la loi de Metcalfe, c'est par rapport au nombre d'utilisateurs. La loi de Metcalfe, elle dit que si tu doubles le nombre d'utilisateurs, tu vas multiplier par 4 le prix.
Globalement, c'est ce qu'on retrouve sur des réseaux. Alors, ça peut être là le réseau Bitcoin, le réseau Ether. En crypto, on le retrouve beaucoup. Même également aussi avec Internet, il y avait tout un tas de prédictions qui avaient été faites dans ce sens-là. Il y a aussi beaucoup de critiques qui a été fait sur cet indicateur, en tout cas sur cette loi, mais globalement, c'est quand même ce qu'on retrouve en crypto. Je ne sais plus combien d'utilisateurs on a aujourd'hui sur Bitcoin, mais on est à plusieurs centaines de millions, je crois. Hein. On a dépassé les centaines de millions depuis un certain temps maintenant sur Bitcoin. Hein. J'ai pas Faudrait, de chiffres moi, comme ça là en faudrait tête. retrouver les chiffres, mais globalement, si vous êtes sur une crypto qui a 100 millions d'utilisateurs, si vous voulez faire un x4 sur le prix, bah, en gros, il faut passer à 200 millions. Donc, aller chercher 100 millions de nouveaux utilisateurs rien que pour faire un x4. Donc, posez-vous la question, en fait, est-ce que c'est probable? Regardez le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur Bitcoin aujourd'hui et dites-vous, est-ce que c'est probable quand vous voyez des personnes qui vous parlent d'un Bitcoin à 500 000, 600 000 et là, on ne parle pas que d'un fois deux. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui parlent de la courbe d'adoption en S et qu'on serait clairement sur la phase parabolique d'adoption au même titre qu'Internet avant, où on passe de 100 millions d'utilisateurs à 2 milliards sur 2 ans. Est-ce que vous voyez ça qui arrive sur le Bitcoin et sur la crypto? Si ça se passe, personnellement, on gagnera tous bien plus d'argent. Mais si vous pariez uniquement sur ce scénario, vous avez de très grosses probabilités à vous retrouver avec la patate chaude à la fin du cycle. Hein. Moi, de mon côté, j'y crois pas forcément à cause en fait de l'adoption du Web3 de manière beaucoup plus globale. Il y a encore trop de freins techniques et trop de freins à l'adoption. Et même, on l'a vu dans des pays comme le Salvador où vraiment ça a été poussé par le gouvernement. Ils ont essayé d'inciter les gens à l'utiliser. Ben, finalement, il y en a très peu qui se sont appropriés des applis Bitcoin, qui utilisent le Bitcoin un petit peu au quotidien, qui storent de l'argent à travers Bitcoin. Et finalement, les pays qui l'ont plus adopté, c'est pas des pays où c'est le gouvernement qui l'a poussé. Ça vient plutôt du peuple et c'est souvent des pays où il y a une hyperinflation parce qu'ils n'ont pas eu le choix en fait de l'utiliser. Mm. En Europe, on commence à l'avoir de plus en plus et je pense que l'arrivée des ETF, ça a fait une bonne pub. Moi, en tout cas, je l'ai vu dans certains pays en Asie où ils étaient très frileux à propos de la crypto, où ça commence justement un peu à s'ouvrir parce que les institutionnels ont commencé à se poser dessus. Ils ont commencé à faire de la pub, ils ont commencé à le montrer. Et donc, ça a un peu dédiabolisé la crypto. Mais ça n'empêche pas que la barrière technique, aujourd'hui, elle est encore trop importante pour la plupart des personnes. Je dis une personne, installe un MetaMask, installe une Ledger, configure-la, mets tes BTC dessus. Tu as perdu déjà 95% des personnes. Et j'en parlais moi hier avant-hier avec des expats. Bah, il y en a plein qui disent bah, la crypto, ouais, c'est cool, il y a des belles performances, mais c'est trop compliqué. Je ne veux pas me lancer dessus parce que il faut que j'apprenne à utiliser différents outils, parce que c'est une compréhension et qu'aujourd'hui, les gens ils veulent un truc qui soit hyper simple, hyper fluide. Mais c'est aussi cette barrière d'entrée qui permet de pouvoir faire des bénéfices intéressants sur certaines thématiques. Ouais, Parce puis que n'importe qui ne peut pas y venir. les 100 balles de pré-transaction sur la couche native de Bitcoin, ça aide pas non plus en ce moment. Notamment avec les Ouais, sur Ethereum, attends de voir en bull run. Ouais, mais Ethereum, c'est toujours pareil. Au final, tu dis les gens, il faut l'adoption, les nouveaux utilisateurs. Et moi, je suis en train de penser sur les frais de transaction qu'on a, et notamment sur Bitcoin en ce moment, où il y a plein de gens qui gueulent. Sur le settlement, sur la couche native, si vous ne passez pas par Segwit ou tout ce qui est Lightning Network. Lightning, ça va pousser le Lightning. Pour moi, je pense que c'est une bonne idée. Oui. Le Lightning, pendant longtemps, il a traîné. Mais maintenant que les frais ils vont commencer à devenir un peu costauds, les gens ils vont commencer à l'adopter. Et surtout, les portefeuilles vont commencer à l'implémenter. C'était le gros problème du Lightning. C'est que tu avais Blue Wallet et Phoenix. Les Ledger et autres, ils ne l'ont pas mis. Alors que tu te dis, mais les gars, ça fait 10 ans que c'est en place. Pourquoi vous ne le mettez pas? Parce que peu d'utilisation et parce que les mecs, ils n'ont pas envie de se mouiller. Parce que c'est plus compliqué à utiliser, parce que il faut faire des canaux, il faut ouvrir des nœuds. Voilà, c'est juste que maintenant, ça va se pousser. Quand le marché a besoin, ça va être complété.